Bienvenue à tous les participants sur ce webinaire d'une heure organisé par l'Ambition Matériaux en région de France. Ambition Matériaux qui regroupe plusieurs acteurs dans le domaine des matériaux, dont aussi Eura Materials qui est co-présentateur avec moi ce matin, avec Sophie qui est visible aussi à l'écran. Voilà. Rebonjour Sophie. Pour ma part, Moïse Wouters, directeur adjoint du pôle de compétitivité Team 2, qui fait donc partie aussi de l'ambition matériaux. Bonjour à tous, Sophie Reynaud, directrice opérationnelle Euramatérius. Et Frédéric Merle, chargé de projet. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Le programme d'aujourd'hui, donc objectif du webinaire, c'est de passer en vue trois appels à projets autour de l'économie circulaire, avec au préalable un petit décryptage rapide sur les aides possibles pour le financement d'innovation. L'idée, c'est de remettre tout le monde à niveau. Peut-être que certains participants sont bien au fait du financement public, mais il nous semble toujours utile voilà, de recaler quelques principes de base. On va ensuite faire un focus sur les appels à projets ORMAT et CAPT, qui sont des projets dans le cadre de France 2030 qui sont pilotés par l'ADEME. Et puis enfin, un focus sur un appel particulier en région qui est le Booster F3, qui est dédié aux PME. Petite précision, on en reparlera sur la fin de la présentation. Au niveau de l'ambition matériaux de France, un site internet a été créé assez récemment qui vous permet, en tant qu'entreprise notamment, d'accéder à un portail qui vous amène sur l'ensemble de l'écosystème matériaux de France. Et l'objectif de ce site, et que Sophie, tu me corrigeras, c'est de pouvoir vous aiguiller le plus efficacement possible vers le bon interlocuteur qui va vous apporter la bonne réponse à votre question. Oui, c'est exactement ça. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur l'offre régionale. Alors, un petit mapping des aides publiques, juste pour se remettre dans la tête pour certains ou découvrir pour d'autres. On entend parler de financement public sur un peu pas mal de choses. On entend parler sur la fiscalité, par exemple. Nous, aujourd'hui, on focalise sur du financement public, des aides directes pour la recherche, développement, innovation, donc le financement de l'innovation. Et dans ce panel de financeurs, vous avez probablement entendu parler de BPI France, de l'ADEME, du Conseil régional par exemple, de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, de sujets européens comme Horizon Europe ou Eurostar. Ce sont autant d'entités qui ont la possibilité de financer des projets d'innovation, de recherche et développement, moyennant évidemment des règles assez précises, mais ça vous permet d'avoir une idée du panel. Globalement aussi, on entend parler de financement public, mais aussi différentes formes. Ici, c'est un schéma issu directement de BPI, mais qui illustre un peu la complexité des choses et pour voilà, savoir naviguer dans toutes ces possibilités d'aide. Vous pouvez avoir des aides au niveau de la recherche et développement, des aides suivant la maturation de votre projet, le niveau de maturation de votre projet, pardon, sur de la pré-industrialisation par exemple, ou de l'industrialisation. Voilà, les organismes vont être différents suivant les typologies de sujets, suivant votre niveau de maturité, on le reverra juste après, l'aide va être plus ou moins importante, la forme d'aide va aussi être différente, on va parler aussi de financement public, mais on peut avoir aussi des prises de participation sur des entreprises, on peut avoir des prêts, on peut avoir des interventions sur des fonds. Les choses sont très variées, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et pour rebondir sur le fait de pouvoir accéder via l'ambition matériaux aux différents acteurs autour de la table de l'ambition matériaux sont là aussi pour vous accompagner sur le sujet le plus efficacement possible, évidemment. Dernière diapo pour rentrer dans le détail et comprendre aussi certaines interventions financières des appels à projets. Si on focalise sur la partie recherche, quelques grands principes à retenir. Je vais vous parler du niveau de maturité technologique, les TRL, des Technology Readiness Level, des éléments qui nous viennent de l'aéronautique historiquement. Donc, suivant que l'on soit en recherche très amont ou que l'on soit en recherche finalement assez proche.
de la commercialisation, le niveau d'intervention du financeur public ne va pas être la même. C'est lié notamment au risque, c'est-à-dire que en recherche très amont, on va être plutôt très risqué. En recherche qui va être très proche finalement de la commercialisation, le niveau de risque sera inférieur et donc on va avoir des taux plus réduits. Ça, c'est le premier niveau d'intervention. Le deuxième niveau, deuxième principe, pardon, c'est la typologie de l'entreprise. Si on est petite entreprise, on aura globalement une tendance à être plus aidé proportionnellement par rapport à des grandes entreprises pour lesquelles le taux d'intervention sera plus réduit. Alors ça nous amène quelques éléments de précision. Euh, Au niveau des TRL, niveau maturité technologique, on va identifier, vous entendrez sûrement parler de recherche fondamentale, de recherche industrielle, de développement expérimental. Donc on se on part donc des éléments très fondamentaux, très basiques, vers à nouveau la commercialisation. Donc des TRL plutôt 0 à 3 sur la recherche fondamentale, 4, 4, 5, voire 6 sur la recherche industrielle. Au-delà, on attaque du développement expérimental, donc des travaux qui nécessitent de rechercher deux, trois petits éléments, mais pour lesquels la commercialisation est assez proche. Quelques cadrans pour donner une indication des niveaux de financement. Et vous voyez donc que globalement, la recherche fondamentale, très risquée, est plutôt aidée à 100% au maximum. Si on est sur ce qu'on appelle de la recherche industrielle, donc quelques verrous technologiques qui sont identifiés et qui sont à lever, je vous parlais de niveaux d'intervention qui étaient plus faibles pour les grands groupes que pour les petites entreprises. Vous avez une indication ici des taux qui sont autorisés par la Commission européenne et puis développement expérimental de la même manière. On rentre pas dans le détail avec la notion de bonus parce que suivant que votre projet, vous le menez tout seul ou vous le menez à plusieurs, vous pouvez disposer de bonus, donc des points qui s'ajoutent au taux d'intervention de la part du financeur. Idem, il y a aussi des questions de zone géographique, vous le verrez notamment dans l'appel à projet CAPT, qui permettent aussi de bénéficier de bonus. Voilà, là, ce sont juste les bases pour remettre tout le monde d'équerre et comprendre aussi pourquoi dans les appels à projets qu'on présentera, il y a cette notion de taille d'entreprise et cette notion d'activité qui va impacter les taux d'intervention de l'ADEME, par exemple. Ah, on rentre dans le vif du sujet. Le premier appel à projet que l'on souhaitait vous présenter, donc l'appel à projet Ormat, on dispose d'une quantité de diapositives assez importante, donc certaines, je préfère le dire en avance, je vais passer au-dessus rapidement. On va se focaliser sur l'esprit de l'appel à projet et puis les opérations qui sont prioritaires par matériau. Vous verrez aussi qu'il y a des opérations qui sont inéligibles. L'appel à projet Ormat, c'est un appel à projet qui est piloté par l'ADEME dans le cadre de France 2030. Et Ormat signifie objectif recyclage matière. L'idée de cet appel à projet, c'est de soutenir des projets pour pouvoir, d'une part, produire des matières premières issues du recyclage et d'autre part aussi soutenir des projets qui vont chercher à incorporer des matières premières issues du recyclage. Cet appel à projet découle en quelque sorte d'une action précédente qui était hors plast il y a quelque temps, qui était focalisée sur les matériaux plastiques. Et en fait, Ormat a élargi le champ des possibles et adresse globalement tous les matériaux. Vous avez 6 thématiques matériaux principales qui sont concernées par Ormat. Les plastiques, je rajouterai les plastiques, les composites, les élastomères, les textiles, les métaux dont les batteries, le bois, papier, carton, verre et minéraux. Sur cet appel à projet, vous avez deux manières de travailler. Vous pouvez proposer à l'ADEME des sujets plutôt études faisabilité, ce qu'on appelle l'axe 1, donc diagnostic, études, test de performance, expérimentation, ou des sujets où on va investir directement dans des équipements en vue de la production de matière ou son incorporation. Dans les éléments à retenir, on est vraiment là sur la synthèse et on rentrera dans le détail juste après. D'ores et déjà, on dispose de seuils de budget ou des seuils, des plafonds d'aide sur les types de projets. Sur l'axe investissement,
Nous avons des plafonds que l'on verra par la suite qui vont entre 1 et 5 millions d'euros de budget. Et puis sur l'axe études faisabilité, vous avez des plafonds qui vont de 50 à 100, voire 150 si on travaille un diagnostic et une faisabilité en même temps. Vous avez un cahier des charges qui existe, vous avez le lien en bas à droite de la diapo qui vous permettra d'aller voir plus dans le détail les exigences de l'appel à projet. L'appel à projet, une première relève a eu lieu ici le 15 mai dernier. Et donc, on commence à avoir quelques informations sur les lauréats, mais les choses ne sont pas encore finalisées. Prochaine relève, donc le 6 octobre à 12 heures. Et je reviendrai aussi par la suite sur cette relève et les dépôts, notamment possibles au fil de l'eau jusqu'à cette date. Alors, toujours en vue d'ensemble, quels sont les grands types d'opérations qui sont éligibles et ici pour tous les matériaux? Les projets peuvent concerner la préparation, le surtri, le contrôle, et on va retrouver globalement le souci de travailler d'une part le volume de matière issue du recyclage qui va être mis sur le marché, et d'autre part la qualité des matières premières issues du recyclage qui vont aussi arriver sur le marché. Je dirais que ce sont les deux points très importants dans cet appel à projet, et je dirais prioritaires. Et donc, voilà, toutes les étapes de préparation, de surtrie, de contrôle en amont peuvent être proposées. Le travail de régénération, donc là je disais la production de matières premières issues du recyclage, c'est ce que vous allez entendre sous le nom de régénération de matière. Vous voyez à nouveau, il s'agit de la production de MPR de qualité, et donc on est bien sur quelque chose qui soit commercialisable auprès de transformateurs. Et donc les projets qui vont être visés vont être des projets où on va avoir une augmentation de capacité existante sur un site par exemple. Donc là on revient sur la notion de volume ou une amélioration de la qualité de la matière première recyclée. Donc à nouveau, et j'insiste sur la qualité de matière quelle qu'elle soit. On peut aussi avoir des projets qui vont proposer de travailler sur des équipements de contrôle qualité, à nouveau sur la qualité donc de la matière première issue du recyclage. Et puis des projets qui vont chercher à mettre en œuvre une incorporation ou une augmentation d'un taux de matière première issue du recyclage dans des produits. Et donc ça, généralement, ce sont les transformateurs, évidemment, qui sont concernés par ce type de projet. Juste à noter que pour la création de nouvelles unités d'incorporation, là, ce sont des choses qui sont au cas par cas. L'état d'esprit de l'appel à projet, notamment dans l'incorporation, c'est bien donc d'intégrer de la matière première issue du recyclage dans des produits, mais avec l'objectif derrière de finalement diminuer la consommation de matière vierge. On va avoir des cas, par exemple, où l'entreprise va proposer un produit 100% constitué de matière issue du recyclage. Très bien. Sauf que la conséquence, c'est pas forcément une diminution de la matière vierge, et on est vraiment aussi dans cet objectif dans Ormat. Évidemment, un élément à ne pas oublier, c'est que si on incorpore de la matière recyclée dans un produit, euh, il faut aussi se poser la question du recyclage du produit final, et donc c'est un élément qui est scruté aussi dans l'évaluation des projets. Petit point particulier sur les batteries. On peut aussi voir proposer tout ce qui est préparation à la réaffectation. La réaffectation proprement dit, le remanufacturage et la régénération de batteries sont des choses qui peuvent aussi être considérées dans les propositions. Précision aussi par rapport à la notion de faisabilité. La notion de faisabilité, nous ne sommes pas sur de la recherche et du développement, on est vraiment sur l'expérimentation de solutions existantes pour voir si on peut les déployer d'un point de vue industriel. Soyons très clairs là-dessus, ça veut dire que on est sur des technologies qui vont être testées, TRL 8 à minima. Si on est sur du TRL 7, pardon, les choses vont être étudiées de manière un peu plus particulière par l'ADEME. Donc gardez bien à l'esprit que si vous proposez une faisabilité, c'est pour voir la faisabilité technico-économique et environnementale évidemment de la solution, avec clairement l'idée de basculer directement sur un sujet investissement. Et je vais pas dire d'investir et d'appuyer sur le bouton pour la production, mais si je caricature un peu, on est quasiment là-dessus. Toujours sur la vue d'ensemble, donc les opérations qui sont inéligibles pour l'ensemble des matériaux, tout ce qui est activité de collecte de déchets ou de premier tri de flux entrants
et en multimatériaux aussi, inéligible. Tout ce qui est valorisation organique ou énergétique de déchets, c'est pas du tout dans le scope de l'appel à projet. Je pense que vous l'avez bien compris, l'idée c'est vraiment de régénérer de la matière et qu'elle soit utilisable. Donc on va pas s'amuser à la brûler. Le négoce de matières premières issues du recyclage n'est pas éligible sur Ormat. Tout ce qui est réemploi, réparation, réutilisation sans qu'on ait intervention de reconditionnement, remanufacture, c'est pas éligible. On a aussi des appels à projets spécifiques sur les réemplois côté ADEME. Et la question régulière aussi des chutes de production interne seules, sans qu'on ait incorporation de matières de MPR d'origine externe. Donc on a des restrictions particulières. Les chutes de production interne étaient éligibles sur Hors-Place précédemment. Elles ne sont plus sur Ormat, ou en tout cas modulo vraiment des analyses au cas par cas. Recyclage des invendus, ça c'est inéligible puisque la loi AGEC impose de trouver des solutions. Donc ça c'est réglementaire. Et puis en fait, et puis au final, pour rebondir sur la partie réglementation, tout ce qui est sujet de mise en conformité par rapport à une réglementation, tous ces éléments-là sont aussi inéligibles. Voilà pour l'aperçu global. Là, maintenant, on rentre dans le détail, matériaux, pas matériaux. On a deux ou trois slides par matériau. Je vais me permettre de focaliser sur quelques éléments prioritaires et éventuellement inéligibles. Mais je risque donc de passer assez rapidement sur ces diapos que vous pourrez consulter dans le détail par la suite. Sur les plastiques, élastomères et composites, les opérations prioritaires vont s'attacher à la qualité à nouveau des flux entrants. La performance du procédé, on revient sur la notion de volume qu'on peut mettre à disposition en sortie et la qualité des flux qui vont sortir. Si on a la prise en compte de substances interdites, c'est aussi quelque chose qui est prioritaire. Et puis, vous avez en bas de tableau quelques priorités. Donc, on travaille les grades de qualité qui soient exigeants. Une précision, c'est que pour tout ce qui est élastomère, les pneumatiques ne sont pas éligibles. Et puis, opération prioritaire sur les résines techniques qui vont être particulièrement émettrices de gaz à effet de serre. Et vous avez évidemment le cahier des charges qui détaille tout ça. Précision d'entrée sur la notion de priorité. Votre projet, s'il n'est pas dans la liste des sujets inéligibles, peut être posé à l'ADEME. Il faut juste avoir en tête que s'il ne fait pas partie des sujets prioritaires, eh bien l'ADEME, en ayant deux sujets, un qui fait partie des listes prioritaires et le vôtre, va forcément préférer le prioritaire. Il faut l'avoir à l'esprit. Sujet prioritaire ne veut pas dire que votre sujet n'est pas recevable. C'est très important aussi à avoir en tête. Sur la partie incorporation, il y a la notion de pouvoir réincorporer des plastiques avec des charges qui permettent une amélioration aussi environnementale. C'est un point qui est scruté aussi dans les projets par l'ADEME. Dernière précision, la certification de la MPR produite ou la certification sur le taux de MPR dans le produit est aussi éligible dans le cadre du projet. C'est à noter puisque c'est un coût qui est à prendre en compte. Voilà pour les plastiques élastomères et composites. Vous aurez aussi donc, dans le cahier des charges des éléments autour des opérations qui sont inéligibles. Je focalise juste sur un élément, sur le fait que en termes d'augmentation de capacité, si on n'a pas d'amélioration significative de la qualité des matières premières produites, c'est quelque chose qui sera clairement inéligible. Et si je continue sur la partie incorporation, je reviens à nouveau sur le fait que l'objectif, c'est de diminuer la consommation de matières vierges dans les projets qui seront proposés. Sur la partie, sur les autres sujets qui ne seraient pas éligibles, vous l'avez à l'écran, on a des choses très précises sur par exemple l'incorporation de RPET clair ou coloré, grade alimentaire dans des bouteilles. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas éligible par exemple. Sur la partie des textiles, les opérations qui sont prioritaires concernent donc les flux entrants, avec la précision de pouvoir présenter le détail de la composition de l'approvisionnement. Un travail autour du surtri, du contrôle qualité, donc proposer des sujets qui vont permettre de trier par matière, par couleur, dans l'optique de pouvoir valoriser la matière à la suite, détecter des contaminants. On reste à nouveau sur cette notion de qualité
de matière première issue recyclage qui va être produite, ou aussi la partie augmentation de capacité. Et donc, on va retrouver aussi des sujets pour la préparation et la production de matière sur du démantèlement industriel, du délissage, à nouveau le tri, l'effilochage, du défibrage ou de la préparation de compounds ou de granulés. Concernant l'incorporation de MPR, tout ce qui est filature, filage, isolant thermique ou acoustique des panneaux, d'autres débouchés en boucle ouverte ou fermée, ce sont des choses qui sont prioritaires. Donc à nouveau, ça ne veut pas dire ce que vous avez proposé qui ne rentre pas dans cette liste ne serait pas recevable. Au contraire, tant que c'est pas inéligible, vous pouvez le proposer avec une priorité. À nouveau, j'insiste fortement sur la substitution de matière vierge. Un cas particulier dans le textile sur les chutes de production. Dans le cas du textile, il faut pouvoir justifier du statut de déchet. C'est-à-dire que la chute de production, si elle est réincorporée directement dans le process, et je dirais assez facilement, il n'y a pas d'intérêt, ce sont des choses qui sont très, très basiques, entre guillemets. Par contre, si elle nécessite un retraitement avec éventuellement un passage chez un sous-traitant pour un retour ensuite pour pouvoir être intégré, là, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe qui nécessite de travailler le sujet. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va justifier dans le dossier. Évidemment, on va compléter aussi en montrant que l'on cherche aussi à diminuer cette part de chute de production dans le process. Opération inéligible pour le textile, je vais faire très rapide. Je rappelle que les invendus, c'est une obligation de la loi AGEC en termes de revalorisation. Et donc, à avoir aussi en tête, si on a un flux qui est partiellement constitué d'invendus, l'ADEME appliquera un prorata sur l'aide qui sera allouée à votre projet. Ce sont des éléments aussi à avoir en tête. Euh, sur l'incorporation de matière, donc en termes d'opérations qui soient inéligibles, ce sont par exemple, je focalise là-dessus, sur la production de textiles synthétiques à partir de matières issues du recyclage qui seraient produites par recyclage chimique de déchets textiles synthétiques ou plastiques, puisqu'on considère que leur qualité est équivalente à celle de textiles vierges. Voilà, donc globalement, hors mat, recyclage chimique, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler du tout sur cet appel à projet, pour être très clair. Je poursuis, donc on a abordé la troisième thématique, donc qui est la thématique sur les métaux et les batteries, avec un enjeu aussi au niveau national sur la résilience en termes de métaux critiques notamment. Mais ici, donc, on reste sur métaux et batteries. Euh, L'objectif, c'est d'améliorer le recyclage des métaux en agissant sur l'offre en termes de matières premières issues du recyclage. Donc, un soutien à la préparation de ces matières à faible taux de résiduels dans les matières. Et puis, agir aussi sur la demande en termes de matières premières issues du recyclage métalliques. Donc, c'est une incitation des fabricants de produits finis à incorporer ces matières. À nouveau, on va retrouver des opérations prioritaires en termes de flux entrant et sortant, et donc une priorité sur les métaux des batteries, nickel, cobalt, lithium, cuivre, font partie des métaux critiques, les platinoïdes, les terres rares. Des sujets autour du surtri, du pré-traitement, des sujets autour du recyclage, donc avec à nouveau ces augmentations de capacité, donc cette notion de volume, cette notion aussi de qualité, avec une amélioration du degré de pureté des métaux qu'on va sortir. Une opération prioritaire aussi, c'est le recyclage primaire de l'aluminium, avec l'objectif de travailler sur des applications des alliages à haute valeur ajoutée. Et puis pour les batteries, le recyclage des déchets pré-consommation, donc avant même qu'ils soient commercialisés, donc sortis de lignes de production, les scraps de Gigafactory par exemple, et le recyclage des batteries en fin de vie. Je pense que c'est tout ce que j'ai sur les priorités pour les métaux et batteries. On va avoir les opérations qui sont inéligibles. Là, c'est vraiment très spécifique. Donc, les alliages d'aluminium qui sont utilisés pour les blocs moteurs, les métaux qu'on récupère dans les mâches fer. Donc, les mâches fer, ce sont les résidus sortis d'incinération, donc issus de ce qu'on appelle les CSR, les combustibles solides de récupération. Et puis, tous les sujets qui vont concerner recyclage, incorporation du plomb, à l'exception des batteries au plomb. Pour le coup, l'inéligibilité sur les métaux est assez simple. Donc à nouveau, si un projet rentre dans ces catégories-là, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Sur le reste, on garde en tête les opérations prioritaires
euh, que je viens d'évoquer. Sur le bois, je suis clairement moins à l'aise, autant le préciser. Ce sont des matériaux qu'on ne traite pas forcément énormément chez Type 2 et on a des acteurs dans l'ambition matériaux qui sont dédiés au bois avec Fibois, si je me souviens bien. Tout ce qui est flux entrant bois, bois B qui soit issu de démolition. Tout ce qui est sujet autour de la REP ameublement et la REP PMCB. Sur le surtri et le contrôle de la qualité, à nouveau, augmentation de capacité, amélioration du tri, donc amélioration de la qualité. Et puis un sujet d'adaptation des centres de tri à des nouveaux gisements. Au niveau du bois. En termes d'incorporation, c'est l'incorporation du bois recyclé dans des produits isolants, d'emballage, ameublement, de construction, et avec toujours en tête cet intérêt environnemental. Tout à l'heure, je vous parlais de l'incorporation de matière dans des produits et expliquer la recyclabilité du produit final. On reste dans cet esprit-là. Je propose un projet, mais évidemment, il ne faut pas que ce soit au détriment de l'environnement. Ça va de soi, mais c'est toujours mieux qu'on se le dise clairement. Opération inéligible, vous avez trois éléments. Donc les centres de tri DAE multimatériaux ne sont pas éligibles. Tout ce qui est plateforme de regroupement sans qu'on ait transformation, ce n'est pas éligible. Ça fait écho à la collecte simple qu'on évoquait sur le textile précédemment. L'incorporation de fils de déchets de bois dans les bétons de bois, c'est quelque chose qui est inéligible aussi. Sur les verres, les matériaux minéraux, opération prioritaire, tout ce qui est flux entrant, donc vous avez la liste des matériaux sur lesquels l'ADEME va prioriser les projets. D'un point de vue technologie aussi, on va avoir des procédés qui vont permettre de préparer, de recycler les fibres de minéral, du démantèlement de menuiserie, et je précise du démantèlement mécanisé, automatisé, surtout pas donc manuel, ça c'est clairement inéligible, vous le verrez juste après. Et puis d'investissement sur des équipements de surtri, donc surtri à nouveau la qualité derrière, de manutention, donc pour améliorer la séparation des matériaux et à nouveau atteindre des niveaux qualité proches de la matière vierge. Donc j'insiste, je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, volume, qualité, les deux maîtres mots au niveau de l'appel à projet Ormat. Sur les opérations inéligibles, donc vous avez des éléments qui sont inéligibles en termes de flux entrant, donc vous avez des éléments bien précis. Les technologies, je vous évoquais le démantèlement de menuiserie uniquement manuel, c'est quelque chose qui est totalement inéligible. Les centrales à béton, nous n'en parlons pas non plus. Et en termes de flux sortant, en termes d'applications, si vous avez des applications pour béton de bois, c'est pas la peine. Si vous avez des applications sur tout ce qui est grave recyclé pour des applications routières basiques, sous-couche remblai, ce n'est pas la peine. L'objectif aussi, c'est qu'on ait des matériaux issus du recyclage qui soient à forte valeur ajoutée à la suite. Papier carton, en termes d'opérations prioritaires, je vais survoler très rapidement, mais l'idée à nouveau, c'est de pouvoir augmenter les capacités, travailler aussi sur la, euh, la qualité des matières premières et garder toujours en tête en fait que le projet ne soit pas impactant d'un point de vue environnemental, voire même positif par rapport à des solutions aussi existantes. Il y aura un focus particulier sur des boucles locales de recyclage et de réincorporation des papiers. Et puis trois opérations inéligibles, je ne vais pas aller dans le détail, mais clairement, si vous êtes dans ces trois opérations, ce n'est pas la peine de proposer de sujet. Alors, Ormat, comment les lauréats sont choisis? On a des critères de priorisation, vous en avez 10 au total. Et je vais focaliser sur trois. La proximité des approvisionnements et des débouchés. Il y a un point d'attention qui est mis sur l'origine des matériaux et puis la destination des produits. Si c'est pour aller capter des éléments qui doivent faire le tour de la planète, je caricature volontairement, d'un point de vue environnemental, ce sera peut-être pas l'idéal. Et puis en retour, donc en sortie d'usine, si les matières sont ou les produits sont envoyés effectivement à l'autre bout du monde, l'intérêt environnemental peut être questionné. La recyclabilité, j'en ai déjà parlé, des produits où sont incorporées les matières premières issues du recyclage. Et puis je focalise aussi sur les ratios d'aide, c'est-à-dire que l'ADEME, évidemment, va être attentive à l'argent qu'elle met sur la table pour vous aider. Et donc elle va le regarder par rapport les euros au regard des volumes de matière qui vont être engagés.
le potentiel de matières issues du recyclage régénérées ou incorporées, et aussi les euros au regard des tonnes de dioxyde de carbone qui sont potentiellement évitées grâce à votre projet, donc soit en faisabilité, soit en investissement. On va retrouver la qualité de la MPR, on va retrouver le positionnement des projets aussi par rapport aux filières REP et donc les liens que vous pouvez avoir avec les éco-organismes sur votre sujet. Voilà, je ne vais pas plus dans le détail, ce sont des critères qui sont pris en compte et sur lesquels on est attentif évidemment quand on construit le, le projet. Parlons un peu d'argent, c'est quand même important. Je vous parlais du plafond de dépenses sur Ormat, donc 100, alors 50 000 pour diagnostic, 100 000 pour étude faisabilité, donc c'est un plafond de budget. Et puis en termes d'aide, vous avez des seuils d'aide côté investissement qui sont fixés à, par exemple, si on regarde les plastiques, donc 1,2 million pour une petite, 1 million pour une moyenne, 800 000 euros pour une grande entreprise, ce qui nous amène en fait à un budget global de 2 millions. Pourquoi cette notion de plafond d'aide et non de plafond de budget? Tout simplement parce que Ormat, quand il a été mis en place l'édition 2025, on n'avait pas forcément de dispositif pour aller au-delà du 2 millions d'euros, ce qui est le cas puisque je vais présenter l'appel CAPT. Et donc voilà, c'est d'où cette notion de travail sur le plafond d'aide. Au-delà de ce budget, vous serez redirigé vers des appels à projets plus adaptés. Dans le cas des plastiques textiles composites et élastomères, vous serez orienté vers l'appel à projet CAPT. Dans le cas des métaux et batteries, vous pouvez être orienté vers l'appel à projet métaux critiques qui est piloté par BPI France. Les métaux et batteries, on est sur un seuil de 5 millions d'euros à titre d'information. Je pense qu'on l'a juste après à un moment donné. Les taux d'aide maximum qui sont fixés dans le cahier des charges, tout dépend de la nature de votre projet. Donc si vous êtes en faisabilité, vous pouvez prétendre entre 80% pour une petite entreprise et 60% pour une grande. Vous retrouvez les cadrans que je vous évoquais en début de webinaire. Voilà, les entreprises de petite taille sont plus aidées que les grandes. Et l'axe 2, l'aide à l'investissement, donc de 60 à 40%. Ce sont des taux maximum, c'est-à-dire que l'ADEME, à l'instruction, se réserve le droit d'identifier certaines dépenses comme inéligibles, c'est des choses qui arrivent, tout comme l'ADEME peut aussi vous proposer un taux d'intervention qui soit inférieur à ce taux maximum pour des raisons entre autres d'arbitrage. Il y a peut-être plusieurs projets qui ont un intérêt majeur pour être financés et après il y a des questions de disponibilité budgétaire. Et donc voilà, il y a un travail d'analyse, d'instruction et donc de proposition d'un taux. Quoi qu'il en soit, ce taux ne sera jamais dépassé par l'ADEME, c'est bien un maximum et on est sur une intervention sous forme de subvention sur Ormat, ce qui est important à souligner puisque même pour un grand groupe, disposer d'une subvention de 40% sur un investissement, c'est un effet qui est clairement incitatif. Le levier est là. En termes de dépenses éligibles, je vais être très rapide aussi. Globalement, toutes les dépenses, je dirais, sont éligibles. Les dépenses principales que l'on rencontre dans le volet faisabilité sont des dépenses de prestation. Donc, vous faites appel à une expertise externe et donc l'ADEME va venir financer cette prestation. Il est délicat sous Ormat de financer la main-d'œuvre interne sauf à bien justifier, mais vous avez quelques critères là qui sont affichés, notamment en investissement, où l'ADEME va être vigilant à ce que ça représente un maximum du budget total avec une validation. Voilà, c'est un point de vigilance particulier côté ADEME sur la mobilisation de personnel en interne sur le projet. Et vous avez donc sur l'axe 2 les équipements qui peuvent être aussi éligibles. À avoir en tête aussi, toute dépense engagée avant votre dépôt de projet ne sera pas prise en compte. Votre projet peut être déposé à n'importe quel moment avant le 6 octobre. Et prenons l'exemple qu'il soit déposé demain. Vous pouvez engager les dépenses de votre projet dès jeudi. Bien sûr, vous prenez un risque que le projet ne soit pas retenu par le jury de sélection. Néanmoins, si le projet avait retenu l'attention du jury et été financé, mais vous pourriez remonter jusqu'à cette date pour justifier de vos dépenses. Voilà, donc vous avez possibilité de déposer et d'engager derrière. Vous prenez le risque néanmoins du financement ou non du projet.
Sur l'appel à projet CAPT, moins de diapos, je vous rassure. L'état d'esprit, je vais faire volontairement un parallèle avec Ormat. CAPT, c'est l'appel qui est dédié au plastique, textile, élastomère. Donc, c'est l'acronyme pour circularité avancée des plastiques, textiles et élastomères. C'est l'appel à projet qui va permettre d'aborder les projets beaucoup plus conséquents, donc au-delà de ce seuil de 2 millions d'euros que je vous évoquais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de soutenir des projets à fort potentiel industriel pour pouvoir renforcer l'économie circulaire sur ces trois secteurs. Sur CAPT, la particularité, c'est que on va retrouver cette notion donc d'investissement et à nouveau sur le développement pour qui vont permettre de développer le volume de matière, qui vont permettre de développer la qualité. Mais CAPT va aussi être là pour financer des sujets de R&D. Donc là, on oublie un petit peu les niveaux de TRL que je vous évoquais sur la faisabilité. Et donc, il y a la possibilité de proposer des sujets de R&D très innovants en vue d'améliorer cette circularité des plastiques textiles et élastomères. Élément supplémentaire sur CAPT, la possibilité de travailler des nouvelles techniques de recyclage et pas uniquement mécanique ou physique comme c'est le cas sur Ormat. CAPT va ouvrir la porte aussi à des sujets autour du recyclage chimique ou enzymatique avec l'idée de pouvoir traiter des déchets qui soient difficilement recyclables actuels. Pour faire vraiment la synthèse, la première relève est fixée au 30 septembre. À avoir en tête, c'est que un- une réunion de pré-dépôt doit avoir lieu au préalable et un mois avant le dépôt définitif de votre projet. Concrètement, 30 septembre 2025, la réunion de pré-dépôt devra avoir lieu avant le 30 août. En tenant compte des congés, on peut grosso modo se dire que elle doit avoir lieu avant la fin du mois de juillet. Donc c'est un peu tendu, mais ça reste possible, sachant qu'il y a une deuxième relève qui aura lieu fin janvier. Cette réunion de pré-dépôt, elle est obligatoire et même indispensable du coup. Elle permet de présenter en une vingtaine de diapositives le projet, son esprit, ses objectifs, le programme de travail et des éléments financiers. Ça permet d'avoir un échange direct, ouvert avec les interlocuteurs de l'ADEME et de pouvoir très vite identifier si le sujet n'est pas éligible, le cas échéant, et puis identifier les éléments qui manqueraient par rapport au projet, au regard de la réponse qui est faite finalement à l'appel à projet. Voilà, ça permet donc de gagner du temps en quelque sorte, ou en tout cas de ne pas en perdre, et de ne pas se perdre dans un dépôt de dossier qui finalement serait retoqué in fine. Donc c'est extrêmement important de tenir cette réunion de dépôt avec les différents interlocuteurs de l'ADEME. Les dépenses doivent atteindre 2 millions d'euros, mais ça je pense que vous l'avez compris, et c'est ouvert à tout type de partenaires, préférence donnée à des projets qui vont mobiliser plusieurs expertises qui soient complémentaires. En termes de matières qui sont alors priorisées, c'est même pas priorisé, ce sont les matières qui sont visées dans l'appel à projet. Sur tout ce qui est étape de préparation et de recyclage, tout ce qui est déchets élastomères thermodusticibles, que ce soit pré ou post-consommation. J'ai oublié de le préciser sur Ormat, mais les déchets pré-consommation sur Ormat ne sont pas éligibles du côté des plastiques composites élastomères. Tout ce qui est déchets textiles, pré ou post-consommation, en dehors des invendus évidemment, qui contiennent des fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. Donc on précise ici aussi les fibres naturelles. Tout ce qui est déchets de thermoplastique post-consommation sont éligibles sur CAPT. Et puis sur la partie incorporation de matière, on retrouve à nouveau les élastomères et les thermodusticibles, on retrouve à nouveau les fibres textiles que j'évoquais juste avant, on retrouve à nouveau les thermoplastiques issus de déchets post-consommation. La particularité sur l'appel à projet CAPT, c'est qu'en dehors de ces éléments, les choses ne seront pas éligibles. Voilà. C'est assez clair dans le cahier des charges. Bon, les matières restent, typologie de matière reste générique ici, mais clairement, tout ce qui va sortir de ces éléments ne pourra pas être posé au niveau de CAPT. Un petit schéma pour illustrer de manière plus visuelle les étapes qui sont ciblées. Et donc, on va avoir le recyclage chimique, le recyclage physico,
mécaniques qui vont permettre d'une part de reproduire des matières premières, des monomères, ou du côté physico-chimique, physico-mécanique, pardon, de reproduire des polymères et in fine donc les incorporer dans des compounds ou les incorporer aussi dans des produits. Donc ça, c'est pour focaliser sur les étapes qui sont ciblées à travers CAPT. Et pour terminer, en termes de finances, puisque c'est quand même un point non négligeable important, l'aide va varier suivant la taille d'entreprise, ça je pense que vous l'avez compris depuis le début. La particularité sur CAPT, c'est qu'elle prendra la forme d'un mix subvention et ou avance remboursable. Tout dépendra de la nature du projet et de sa maturité. Et donc, les dépenses pourront inclure des dépenses d'investissement. Elles pourront inclure aussi des dépenses de R&D d'innovation, y compris des coûts de faisabilité liés à cette R&D innovation. Du Oui, coup, Moïse, il n'y a pas de question, mais je vais en poser une, puisque oui, les réunions de pré-projet sont obligatoires et sont oui, au plus tard pour du coup le 30 août pour CAPT c'est et le ça. 6 septembre pour Ormat. Euh, Attention, il y a pas de réunion de pré-dépôt pour Ormat, hein. C'est uniquement pour CAPT. ok, d'accord. Oui. Donc J'ai là, les projets doivent prendre contact directement avec l'ADEME et potentiellement avec les acteurs d'Ambition Matériaux pour Exactement, créer le exactement. projet au mieux. Voilà, si vous travaillez avec un acteur d'ambition matériaux, il est en capacité d'aller décrocher le rendez-vous si ça peut vous Super. simplifier la vie. Précision sur sur les taux les taux d'aide. Donc vous aurez des taux d'une part, pour les projets de recherche et développement, on revient sur ce que j'évoquais en début de webinaire, donc avec, suivant le niveau de maturité de la recherche, donc est-ce qu'on est en recherche industrielle, est-ce qu'on est en développement expérimental, vous avez des taux d'intervention qui sont variables, aussi suivant le fait que vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise, aussi sur le fait que vous veniez proposer un projet en collaboratif ou non. Le deuxième élément, donc, c'est le taux de financement sur des investissements. Et là, je vais me permettre de compléter aussi par rapport à Ormat. Le financement des investissements CAPT ou Ormat a une particularité, c'est qu'il va se baser sur un scénario de référence. En effet, l'intervention financière de l'ADEME vient se faire sur la plus-value environnementale de votre projet en expliquant très simplement, on va constituer dans le dossier votre budget de votre projet, disons par exemple 1 million d'euros, et on va identifier dans votre projet aussi un scénario de référence que vous auriez mené dans le cas où vous n'auriez pas eu d'aide financière. Donc quelque chose que vous auriez fait à minima. Alors, souvent les entreprises nous disent, bah, si j'avais pas eu d'aide, j'aurais rien fait. Non, c'est clairement, il faut identifier un scénario à minima qui aurait été fait, qui peut-être traiterait un peu moins de volume, qui peut-être générerait une matière de moindre qualité, qui peut-être se limiterait à capter la matière, la broyer pour pouvoir la transporter facilement et finalement l'envoyer quand même en incinération. Globalement, on va chiffrer un scénario qui va nécessiter l'investissement de deux, trois équipements peut-être, que sais-je. Et l'ADEME, en fait, va calculer l'intervention sur la différence entre les deux. Je reprends mon budget d'1 million d'euros. Si vous avez un scénario de référence à 100 000 euros, l'ADEME va faire 1 million moins 100 000 et va calculer le financement sur les 900 000 de différence qui correspond en fait à la plus-value environnementale que votre projet apporte. C'est extrêmement important aussi à avoir en tête puisque on peut quelquefois clairement casser la tête à bien identifier ce scénario de référence. Voilà pour donc le focus sur l'appel à projet CAPT et je termine avec le booster REF 3 qui est une opportunité pour les PME en Hauts-de-France, donc le booster transformation REF 3 et là-dessus Sophie n'hésite pas non plus à me compléter. Euh, la région Hauts-de-France propose de cofinancer des missions d'accompagnement sur tout ce qui est transition économique énergétique et environnementale. Six thématiques sont abordées
l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, l'analyse de cycle de vie des produits, les nouveaux modèles économiques avec tout ce qui est économie de la fonctionnalité, économie de la coopération, des sujets autour de la mobilité, logistique et chaînes d'approvisionnement, la préservation des ressources, adaptation au changement climatique, le numérique et le bilan carbone. Ce dispositif est Parce qu'ils ont dédié. réuni bilan carbone avec économie circulaire et analyse cycle de vie des Voilà, produits. ça me Pour semble ça. logique, effectivement, oui. Autant pour moi. Les bénéficiaires qui sont ciblés sont donc les PME selon la définition européenne, qui vont évidemment exercer une activité en Hauts-de-France. Des entreprises qui sont à jour de leurs obligations, qui ne vont pas répondre à aux critères entreprises en difficulté, puisque tout organisme public, donc le conseil régional, mais aussi l'ADEME précédemment, n'a pas le droit d'aider une entreprise en difficulté avec un critère sur les aides de minimis, puisque sauf erreur, cette intervention rentre dans le cadre des minimis. On adresse l'ensemble des secteurs concernés et concrètement, alors hop, voilà. Concrètement, la région vous propose de financer 50% du coût d'accompagnement. Évidemment, elle financera sur facture acquittée. Donc d'un point de vue trésorerie, l'entreprise avance les frais et se fait rembourser, entre guillemets, je fais un raccourci rapide, de 50% de la valeur. Le plafond de subvention est de 10 000 € maximum par entreprise, sachant que pour une entreprise donnée, deux missions peuvent être subventionnées au maximum sur des thématiques différentes. On n'a pas de limitation sur le nombre de jours ou d'heures d'accompagnement, mais c'est un point à avoir en tête. Ça veut dire que sur le plafond de subvention de 10 000 €, on pourrait imaginer que ce soit deux sujets qui valent 10 000 € chacun et qui soient donc subventionnés à hauteur de 5 000 € chacun. Autre point très important, les prestataires que vous allez solliciter, qui vont réaliser la mission d'accompagnement, doivent être référencés auprès du conseil régional. Pour être clair, alors je les ai pas tous en tête, mais à minima, Eura Materials, Sophie pourra confirmer, et Team 2, nous sommes référencés auprès du conseil régional pour certains éléments des thématiques. Évidemment, voilà. Team 2, Vous typiquement, avez ne va pas être référencé sur la partie énergie. Je te laisse compléter si tu veux, Sophie. Voilà, effectivement, par exemple, sur les nouveaux modèles économiques, vous avez donc plutôt dans l'économie circulaire, par exemple, vous avez Osact, vous avez le CETI aussi qui peut vous accompagner, donc qui est une plateforme technique qui est située à Tourcoing, qui est le Centre européen des textiles innovants, qui peut aussi accompagner sur des opérations. Sachez que sur l'intégralité des thématiques, on est plutôt de l'ordre du diagnostic et plan d'action, donc ça vous permet aussi de rationaliser un petit peu votre stratégie par rapport à ces thématiques. Et sur le champ de l'économie circulaire, c'est le seul champ sur lequel vous avez à la fois le côté diagnostic, plan d'action et aussi une partie réalisation, mise en œuvre. Donc, c'est important à avoir en tête. Et effectivement, bah, Team 2 est référencé, Ramateos est référencé. Sur le bilan carbone, l'analyse cycle de vie, pardon, sur l'analyse cycle de vie, vous avez WeLoop, par exemple, et vous en avez encore d'autres qui sont référencés. C'est vraiment un dispositif qui est intéressant, qui est proposé par la région encore sur 2025. On ne sait pas si ça continuera sur 2026, mais ça permet quand même, c'est une sorte de rampe de lancement pour inscrire vos actions et vos projets dans l'action. Voilà, vous avez quelques exemples sur des sujets que l'on peut traiter dans le cadre de ce booster F3. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre contact avec les acteurs de l'ambition matériaux pour pouvoir travailler un sujet et saisir cette opportunité par rapport à la transformation des entreprises, notamment liées à tout ce qui est transition écologique énergétique. Donc Camille Bouvet qui travaille à l'ADEME Hauts-de-France et qui pilote notamment le sujet Ormat et les sujets plastiques en région. Je fais rapide. Oui, oui, j'ai rien à ajouter, il y a pas de souci. Juste, si vous avez aussi des questions sur les autres filières hors maths que le plastique, vous pouvez aussi venir me voir. Exactement.
Merci Camille. Et sinon, bah, vous nous contactez soit via le portail qui est affiché ici, matériaux-haute-france.fr, soit directement auprès de Moïse Team 2, de nous Ramaterials ou des autres acteurs Ambition Matériaux avec lesquels vous pouvez travailler déjà ou avec lesquels vous avez déjà des échanges. Et donc, on vous donne rendez-vous début septembre pour le webinaire qu'évoquait Sophie tout à l'heure, plutôt autour des éco-organismes, début septembre, toujours La cette date sera communiquée, pardon, ultérieurement.